soir, le sujet que je voudrais aborder avec vous, on est en rapport avec la fête de Pessah. Et le thème que j'aimerais développer avec vous, c'est une réflexion sur la transmission. C'est-à-dire que qui dit Pessah dit transmission. Et au fond, voir un petit peu dans le texte, c'est quoi une transmission, comment est-ce qu'on transmet, c'est quoi le point de départ. Tu peux, vas-y, je t'en prie. Alors, le premier texte qui nous parle de transmission dans la Torah, c'est un texte dans lequel Dieu explique, entre guillemets, son choix d'Abraham. D'accord ? C'est à un moment, Hachem dit, voilà, Abraham, oui. Et le texte, et là il dit, pourquoi ? Qui yodativ leman asher yotzave et banav et bene beto acharav v'shamru derech Hashem. Il dit parce que yodativ, je l'ai connu. Le man asher yotzave et bene beto acharav, car il va ordonner à ses enfants et à ceux qui vont derrière lui, v'shamru derech Hashem, ils garderont le chemin de Dieu. Donc on a l'impression, en tout cas de ce texte, que l'élément que Dieu met en exergue dans le choix qu'il va faire d'Abraham va être cette idée que yodativ, je le connais, notion de connaissance en profondeur, le man asher yotzave, car il va en effet ordonner, littéralement, à ses enfants, à ceux qui font partie de sa famille, après lui, et ils garderont le chemin de Dieu. A priori, il y a quand même quelque chose d'assez curieux ici, c'est ne serait-ce que le terme de man asher yotzave, parce qu'il va ordonner, cette notion d'ordre. C'est quand même un peu curieux, si on parle de transmission, d'avoir un terme qui nous renvoie à la dimension de l'ordre. Ordonner à quelqu'un, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure manière de transmettre. Si vous voulez transmettre, vous n'allez pas donner un ordre. A priori, il y a d'autres modalités de transmission qui marcheront le mieux. Or, qu'on le veuille ou pas, le texte nous dit « le man asher yotzave ». C'est la notion du tzivouï, c'est la notion de l'ordre. On peut essayer, si vous voulez bien, de s'arrêter un petit peu sur cette idée-là, la notion de tzivouï, d'ordonner quelque chose à quelqu'un. Comment est-ce qu'on fait un ordre ? C'est quoi un ordre, au fond ? Il y a plusieurs raisons qui permettent à quelqu'un d'imaginer qu'il va ordonner. La première raison, c'est parce que tout simplement, je suis dans un rapport de force. Donc, dans un rapport de force à mon avantage, a priori, je pense que je peux ordonner, je peux dire à l'autre, je veux que tu fasses. Et généralement, quand on est dans un rapport de force et qu'on est dans un univers d'ordre, le premier bénéficiaire, c'est nous-mêmes. Je t'ordonne de faire telle et telle chose, dont je serai a priori le premier bénéficiaire. Ça, c'est déjà une première dimension. Et puis après, il peut y avoir un deuxième tzivouï, c'est-à-dire un deuxième ordre, dans lequel on utilise encore la notion du rapport de force, mais dans lequel celui à qui on ordonne peut quelque part comprendre le pourquoi de notre ordre. Et même s'il n'arrive pas tout de suite à l'appréhender, en tout cas, on pourrait dans l'absolu lui expliquer l'intérêt qu'il a d'être à l'écoute de notre parole. Un truc tout bête, ordonner à un enfant de travailler, ordonner à une personne de faire quelque chose dont on sait qu'elle est positive, que c'est positif pour lui ou pour elle. Je veux que tu fasses du sport, je veux que tu manges, je veux que ceci, je veux que tu travailles. C'est-à-dire que derrière l'ordre, c'est vrai que je ne suis pas le bénéficiaire, mais en même temps, quelque part, je peux expliquer à l'autre le pourquoi de cet ordre. La grande difficulté qu'on a ici, c'est que l'ordre qu'Abraham va donner, a priori, il n'en est pas du tout le bénéficiaire. Alors, ordonner de faire certaines choses qui sont dans le rapport à Dieu, ce n'est pas quelque chose qui va revenir vers lui, parce que lui, il va en gagner. Et en même temps, il va falloir qu'il soit quand même assez fort pour expliquer quel est l'intérêt que la personne va avoir de pouvoir être à l'écoute de l'ordre divin. C'est-à-dire que tu n'as pas d'éléments concrets pour dire à l'autre que ça vaut la peine d'être à l'écoute. Garde le Shabbat parce que quoi ? Mange kasher parce que quoi ? Prie parce que quoi ? On n'a même pas d'exemple à fournir, dire tu vois, celui-là il fait kasher, celui-là il fait le Shabbat, celui-là, et tu vois bien que sa vie elle est géniale, alors que l'autre pas du tout. Donc on n'a même pas d'éléments concrets pour donner un ordre à quelqu'un dans ce domaine sur lequel le résultat a priori n'est pas du tout visible. Or Dieu dit justement, qui yodativ asher leman asher yotzave. Or je sais que justement la force d'Abraham va être de réussir à donner ce tzivouï, à donner cet ordre. Alors comment est-ce qu'on fait pour donner un ordre et pourquoi justement cette transmission va passer à travers ce concept de l'ordre ? Quand je donne un ordre à quelqu'un, je suis dans le modèle impératif, c'est-à-dire je lui révèle l'importance et la nécessité absolue, en tout cas pour moi, qu'il soit à l'écoute de ma parole.
Sinon, je serais dans une proposition. Peux-tu, veux-tu? En m'exposant au fait que peut-être l'autre va me dire que non. Donc si je donne un ordre, c'est que c'est nécessairement important qu'il soit à l'écoute de cet ordre. Donc dans les deux premiers cas, parce que je vais en retirer le bénéfice, amène-moi telle chose, fais telle chose. Dans le second cas, parce que je sais que c'est extrêmement important pour lui, et l'autre peut l'entendre. Le point de départ au fond de la transmission, c'est d'abord la conviction intime que nous avons que ce que nous allons dire à l'autre est fondamental dans l'absolu. Et donc on a envie que cet autre puisse au fond le recevoir. C'est-à-dire que lorsque l'on est dans le tzivouï d'Abraham, dans l'ordre d'Abraham, Dieu dit voilà, je sais qu'au fond Abraham, sa particularité, c'est comme ça qu'au fond va fonctionner le peuple d'Israël tout au long de son histoire. C'est dans le fait qu'avant même de transmettre, on va se poser la question de l'importance qu'a cette chose par rapport à nous-mêmes. Je ne peux pas en effet donner cet ordre si moi-même je ne suis pas profondément convaincu de l'intérêt de la chose. Parce que je n'ai pas de notice explicative. Je n'ai pas d'élément qui peut justifier et expliquer le pourquoi de la chose. Ça veut dire qu'au fond, transmettre, c'est d'abord commencer par se convaincre soi-même. C'est-à-dire si moi-même je ne suis pas convaincu de la dimension fondamentale d'une chose, et que je ne peux pas expliquer à l'autre le pourquoi de celle-ci, au nom de quoi il va m'écouter? La seule raison peut-être pourquoi il va m'écouter, c'est soit parce qu'il aura peur de la conséquence qu'il pourra vivre si à un moment il n'obtempère pas à ma volonté, mais ça s'arrête là. Donc dès le moment où la personne s'est libérée de sa peur, dès le moment où il sort en effet de la relation de pouvoir, il n'y a plus de raison qu'il soit à l'écoute de cette parole que je lui ai donnée. Le point de départ de la transmission commence d'abord à se poser la question, mais au fond, pourquoi j'ai envie de transmettre? Pourquoi je veux transmettre? Pourquoi est-ce que j'ai absolument envie que cet autre, cet enfant, soit dans la continuité d'une démarche? Quel est mon intérêt? Qu'est-ce que j'en retire? Alors, il peut y avoir une première option, c'est que tout simplement, je suis dans un environnement dans lequel on va m'observer à travers la manière dont les enfants fonctionnent, et donc ayant peur de ce regard extérieur, je vais lui demander d'être là pour valider ma propre démarche, c'est-à-dire qu'au fond, je demande à l'enfant d'être mon représentant face aux autres, et être celui qui valide au fond ce que je suis. Ça peut être un axe. Mais si on en prend conscience, c'est quelque chose d'insupportable. Au nom de quoi je demanderais à un enfant de valider ma propre histoire? Au nom de quoi je lui demandais d'être mon représentant face au regard des autres? C'est inacceptable. Donc si c'est ça, évidemment qu'à un moment on va se dire c'est pas possible. On ne peut pas se permettre de demander une chose pareille à un enfant. On ne peut pas se permettre à un moment de lui demander juste de valider. Alors pourquoi au fond c'est si important pour moi qu'il fasse telle et telle chose? Pourquoi c'est si fondamental? Pourquoi il faut que je transmette? La seule raison, c'est que sans doute je suis arrivé à la conclusion que c'est fondamental en tant que tel. Donc là, il y a déjà ici le point de départ. Le point de départ, c'est de construire sa propre conviction. Le point de départ d'une transmission, c'est d'être profondément convaincu de la parole que l'on va exprimer. Si on n'est pas profondément convaincu soi-même de cette parole, on va utiliser des systèmes pour que l'enfant y adhère, mais quelque part, il ne se l'appropriera pas. S'il ne se l'appropriera pas, elle ne sera pas source de bonheur et d'équilibre. Soit il la mettra de côté, soit il continuera à la faire, mais il la fera par fidélité à une histoire, mais elle ne le nourrira pas, elle ne l'équilibrera pas. Donc, vous voyez bien que transmettre, c'est avant tout une réflexion sur le pourquoi des choix que j'ai faits. Si tant est que ce soit mes choix. Si tant est que ce soit quelque chose que j'ai décidé de faire, c'est-à-dire sur lequel j'ai une éventualité de ne pas, et à un moment j'ai fait le choix de oui. Ça va être donc la première chose. Et Abraham, justement, c'est ça sa force. C'est-à-dire qu'Abraham, Dieu sait que toute sa démarche à lui va être une démarche dans laquelle il est profondément convaincu. La preuve, c'est que même face aux épreuves, il est dans la continuité de son histoire. Le fait que même face aux épreuves, il soit dans la continuité de son histoire est le révélateur du fait qu'il est profondément convaincu qu'il doit être dans son histoire. Et pour lui, il n'y a aucun doute. Et que c'est pour cela qu'en effet, il pourra transmettre dans ce modèle, en effet, de tzivouï d'ordre. Non pas d'un ordre dans lequel tu es obligé, tu dois te soumettre absolument, mais dans lequel on dit à l'autre, mais c'est fondamental, tu dois le faire. Tu as la liberté de ne pas. Quand vous dites à quelqu'un, mais il faut absolument que tu fasses ça,
c'est un ordre. Il ne faut absolument pas que tu fasses ça, c'est un ordre. Mais quand on le dit de cette manière, on ne veut pas utiliser le rapport de force. On dit à l'autre, c'est fondamental, c'est capital, c'est extrêmement important. Arrête, ne le fais pas ou fais-le. Notre parole est audible que dans la mesure où on a pris conscience de cela à l'intérieur de nous-mêmes. Sinon, l'enfant peut l'entendre, peut s'y conformer le temps qu'il est soumis à notre volonté, et puis un beau jour, il se met en rupture. Ce qui est très intéressant de constater, c'est que une parole doit être nourrie. Une parole doit avoir une certaine forme d'épaisseur, de densité. La densité d'une parole est liée à la conviction qui est la nôtre sur le sens que représente cette parole. C'est ça qui lui donne sa densité, c'est ça qui lui donne du poids. Dans l'univers de la dans l'univers de la transmission, il y a quelque chose de très particulier. C'est qu'une parole peut être vide, mais on peut la remplir par la suite. Traduit différemment, il y a toujours, j'ai envie de dire, une forme de canal qui lie celui qui transmet à celui qui reçoit. Et même si en effet la première parole était totalement vide, le fait un jour de se réapproprier les choses, c'est-à-dire de se dire, mais au fond, est-ce que j'en suis convaincu, et d'arriver à sa propre conviction, fera pénétrer dans cette parole qui a déjà été prononcée une dimension différente, et à ce moment-là, elle sera porteuse. C'est-à-dire que lorsque l'on transmet, on dit des mots. Si ces mots n'ont pas de densité, on peut faire parvenir un jour cette densité à l'intérieur des mots. Mais pour cela, il faut que le canal reste. Il faut que le canal reste, c'est-à-dire il faut qu'en effet le lien soit toujours présent. Si le lien n'est pas présent, même si à un moment ma parole, à moi, elle est différente, c'est-à-dire brusquement, je réalise que je dois être convaincu de ce que je dis, mais le canal qui peut transporter cette conviction vers ceux vers lesquels j'ai transmis, s'il est brisé, eh bien empêchera cette conviction d'accéder à ces personnes. Et c'est très intéressant, c'est-à-dire que ça on le voit, et vous le verrez, pour ceux qui ont déjà des enfants, ils le voient, pour ceux qui en auront, vous verrez, c'est que l'élément essentiel au fond c'est quoi ? C'est de préserver le canal. C'est-à-dire de faire en telle sorte que le canal qui peut à un moment transporter ce qui n'a pas été mis dans la parole, eh bien à un moment puisse la remplir et faire en telle sorte que brusquement celle-ci ait un impact. Un des grands drames de la transmission, c'est que lorsque justement on transmet une parole qui n'a pas d'épaisseur, l'enfant ne peut y adhérer. Comme il n'y adhère pas, on se met en rupture. Puisqu'on se met en rupture, même le jour où on la redensifie, le canal de transmission n'est plus là. Et on est dans quelque chose de fou. C'est-à-dire que, à un moment, nous-mêmes, on peut se reposer la question de notre propre conviction. Et on peut réaliser, au fond, que, quelque part, on doit maintenant adhérer profondément à ce que l'on pensait, parce qu'au fond, c'était juste des mots. Dire à l'enfant, c'est très important Shabbat, c'est très important ceci, c'est très important ça. C'est très important de ne pas se mettre en colère, c'est très important d'être à l'écoute, c'est très important d'être sympathique, c'est très important de ne pas se disputer. Un exemple tout bête, voilà, on ne va même pas rentrer dans le religieux. Il ne faut pas se disputer, c'est très important, c'est très grave, etc. Pff, ça se dispute. Pourquoi ? Parce que dans notre propre univers à nous, la dispute est toujours présente. Donc au fond, nos mots, même s'ils ont été dits de manière très forte, étaient totalement vides. Puisqu'ils étaient vides, ils n'ont pas réussi à habiter l'enfant. Et puis un beau jour, on réalise que ce qu'on lui a dit, il faut être capable de se le dire à soi-même. Et donc on arrive maintenant véritablement à comprendre le pourquoi des choses. Donc là maintenant, nous sommes transformés. Si le lien a toujours été là, eh bien brusquement le message va passer. Si le lien était rompu, parce qu'à un moment, pardonnez-moi, l'enfant n'a pas validé ce qu'on lui avait dit, donc on a décidé de se mettre en distance, l'histoire ne peut plus continuer. C'est très compliqué de recréer des canaux de communication. C'est une des choses les plus difficiles. Ça peut se faire, mais c'est très très difficile parce qu'il y a tout un passif. Et Hachem sait qu'au fond, la force d'Abraham, c'est ça. Asha Yotzave Vechamrou. Il va réussir à être dans cette conviction profonde à son niveau qui fera que ses paroles seront denses, et même si à un moment dans sa descendance, cette conviction ne sera pas présente, Hachem dit qu'au fond, être un descendant d'Abraham, c'est d'être capable de garder le lien. C'est un élément qui est capital.
être capable de garder le lien qui va être le tuyau dans lequel passeront d'autres choses le jour où nous-mêmes, on les aura intégrés à l'intérieur de notre propre vie. À partir de là, le texte nous dit « Veshamud derech Hashem lasot tzedaka mishpat » ils garderont donc le chemin de Dieu. La notion de shmira, je vous l'avais déjà dit une fois dans un cours, vous allez vous en rappeler sûrement, le mot shomer qui veut dire garder nous renvoie une notion qui est la notion d'importance et de valeur. Parce que le mot shomer en hébreu peut constituer deux autres mots avec ces trois lettres. Vous vous rappelez ou pas? Shomer, Rochem et Morish. Shomer, c'est garder, Rochem, c'est noter, Morish, c'est faire hériter. Le point, c'est toujours les trois lettres, pour ceux que j'ai été peut-être un peu vite. Shin mem resh, Shomer. Rochem, resh, Shin mem. Morish, mem, resh, shin. Donc on a les trois, d'accord? Et avec ces trois-là, on a une notion qui est, au fond, commune, qui est la notion d'importance. Je garde une chose qui a de la valeur, je fais hériter une chose qui a de la valeur, je note une chose qui est importante. Veshamru derech Hashem, c'est-à-dire que la finalité de l'histoire, c'est quoi? C'est que justement, on arrive à prendre conscience de la valeur d'une chose. Et pas juste que l'enfant reproduise, mais que l'enfant arrive véritablement à comprendre la valeur d'une chose. Et comme on l'a vu, comment ça se passe? À travers le fait que justement ce canal reste toujours. Si le canal est brisé, même le jour où toi-même tu es profondément convaincu du sens des mots que tu as prononcés, si au moment où tu les exprimais vis-à-vis de l'enfant, eh bien ces mots n'avaient pas de relief, le jour où pour toi ils auront un relief, eh bien ces mots ne passeront plus parce que le canal de communication était rompu. Rappelez-vous, c'est un yesod dans le chinour, c'est une base fondamentale dans le chinour, dans l'éducation, dans la transmission. Qu'au fond, le canal à travers lequel vont passer les choses qui vont faire partie de notre monde intérieur doit rester. S'il n'est pas là, on peut changer radicalement à l'intérieur de soi. Si le canal a été brisé, c'est très compliqué. C'est une des choses les plus difficiles qui soit. Et ça c'est la force d'Abraham. Asher Yetzavé. Il arrivera à faire ça. Être un descendant d'Abraham, c'est arriver à faire une chose pareille. Et comme je vous l'ai dit, c'est toujours ce paradoxe. C'est que si je n'ai pas donné à mes mots une densité, l'enfant ne peut pas se les approprier. S'il ne peut pas se les approprier quelque part, il me dérange. S'il me dérange, je crée la rupture. Si je crée la rupture, le jour où ces mots auront du sens pour moi, ils ne passeront plus, parce que le canal a été brisé. Alors qu'en réalité, il faut exactement penser le contraire. Si à un moment, les mots que j'ai transmis, l'enfant n'a pas réussi à se les approprier, c'est que quelque part, à un moment, il n'avait pas la densité nécessaire pour qu'il puisse se les approprier. Donc le problème, ce n'est pas lui, c'est moi. Donc je ne peux pas lui en vouloir de ne pas avoir réussi à recevoir quelque chose que je n'ai pas su mettre. Ce n'est pas possible. Donc, à un moment, j'ai envie de dire que la réflexion, elle doit se faire par rapport à nous-mêmes. Pour transmettre, il faut être capable à un moment de se reposer la question de la dimension dense, j'ai pas d'autre mot, des paroles que l'on prononce. Ça va être le point de départ. Sinon, après, ça passe pas. Une fois que c'était posé, alors on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se joue. Alors, avec la transmission dont la Torah nous parle au moment de la sortie d'Égypte, puisqu'on voit que toute l'idée, c'est que ça se transmette. Il faut que l'enfant se l'approprie. Il faut que l'enfant, à un moment, comprenne quel est le sujet réel qu'il doit entendre. C'est quoi pour vous la partie la plus importante de la transmission de Pessah? Allez, on est entre nous. Pour vous, c'est quoi l'élément clé? La foi, j'entends. Témoignage. Allez plus loin. Pourquoi on y croit? Qu'est-ce qu'il faut qu'un enfant comprenne le sort de Pessah? C'est quoi au fond je vais le dire autrement, c'était quoi l'épisode le plus dramatique de l'histoire de l'exil et de l'histoire de l'Égypte? C'est personnel, son campériété. Pardonnez-moi, je vais le redire autrement. Je ne me mets plus dans l'axe de la transmission. C'est pour y revenir, je suis désolé. Si je vous dis, voilà, vous connaissez l'histoire, l'Égypte, les trucs, les machins, les Égyptiens, l'horreur, le machin, etc., les bébés, le Nil, Moïse, machin, ça. Vous connaissez plus ou moins l'histoire. Dites-moi, c'est quoi le moment le plus catastrophique, l'horreur absolue? Le moment où c'est vraiment dramatique.
L'esclavage. Non, le pire, le plus doux, le plus dur, le plus compliqué. La mort du premier. Le moment le plus dur, c'est quand? C'est quand les plaies commencent et que le peuple d'Israël, brusquement, n'est plus asservi. C'est la pire catastrophe qui se passe. Pourquoi? Oui, c'est Alléluia! Génial, l'asservissement s'arrête. À ce moment-là, il y a 4/5 du peuple juif qui se disent au fond, l'Égypte, c'est pas mal. Et ils vont rester. Et ils vont rester. Et ils sortiront jamais. Le moment le plus compliqué dans l'histoire du peuple juif en Égypte, c'est quand justement, au début des plaies, il n'y a plus d'asservissement, il n'y a plus rien. Génial. Donc au fond, c'est vrai qu'ils ne nous aimaient pas, mais maintenant vous voyez bien que... Et à ce moment-là, on regarde le croissant fertile, le Nil bleu, le voyage autour des pyramides. C'est pas mal l'Égypte. C'est même très sympa si tu n'es plus asservi. Et c'est là où 4/5 du peuple d'Israël plonge. Ce que l'on va devoir transmettre le soir de Pessah en premier lieu, c'est ça. C'est ce drame qui se joue au moment où justement on est plus soumis aux Égyptiens, on n'est plus dans l'esclavage et on est toujours là. Et brusquement notre regard change radicalement. 4/5 du peuple d'Israël va tomber dans le panneau, c'est énorme. Il n'y a que 1/5 qui vont se rappeler que non, c'est pas possible. Il n'y a que 1/5 qui diront mais c'est vrai, mais le regard qu'on porte sur l'Égypte n'est pas que sur ce qu'on est en train de vivre maintenant. On a parfaitement intégré qu'est-ce qu'était cette civilisation, pour plus s'y retrouver, c'est pas possible. Mais 4/5 disent ok, c'est bon, mais bon, ça y est, c'est du passé, il faut oublier. Allez, et on passe à autre chose. Le Meshach Chochma, Meir Simcha Cohen Midvinsk, dit la chose suivante. Le peuple juif passe par des périodes de 70 ans. Il y a des moments dramatiques et puis il y a des moments de pause. Les moments de pause, ils peuvent servir à deux choses. Soit à oublier, soit à construire. S'ils servent à oublier, on a besoin d'un nouveau moment pour nous rappeler l'histoire. S'ils servent à construire, ils atteignent leur finalité, on n'a plus besoin d'une nouvelle histoire. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. La Shoah, c'était il y a 70 ans. Hein. C'est il y a 70 ans, la Shoah. Et puis, il y a eu 60, 70. C'est-à-dire ces 30 glorieuses, ces années dans lesquelles, en effet, quelque part, être juif, c'était bien. Il y avait des plaies à effacer, mais en même temps, il y avait un avenir radieux qui s'ouvrait. À tous les niveaux, sauf sur l'essentiel. Et au bout d'un moment, l'histoire revient. Et nous rappelle à nouveau que justement, eh bien, c'est pas l'Égypte notre histoire. Transmettre le soir de Pessah, c'est ça aussi. C'est-à-dire faire prendre conscience de cette chose. Mais si nous-mêmes, on n'en a pas pris conscience, comment voulez qu'on le transmette? Si moi-même, je n'ai pas réussi au fond à intégrer cette idée, c'est terriblement difficile de la faire passer. C'est pas simple de faire partie du 1/5. C'est pas simple de faire prendre conscience à nos enfants qu'on n'est pas juste ici dans un souvenir rituel, mais on est dans un moment dans lequel on se rappelle la nécessité d'avoir une rupture radicale avec les univers dans lesquels on a été. Et quand je dis radical, c'est radical. C'est très compliqué. On adore être dans l'oubli. On adore en effet ne pas tirer de leçons de notre histoire lorsque c'est terriblement impliquant dans la dimension de transformation de celle-ci. On aime se rappeler pour dire plus jamais ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour plus jamais ça? Pas grand-chose. Tu le proclames. Ça, c'est ce qui se passe le soir du Seder. On se rappelle que nous étions esclaves et Dieu nous a sortis, mais il ne nous a pas tous sortis. Il y a 4/5 qui ont préféré rester. Il y a marqué, si nous étions là-bas, on aurait fait quoi? Si on se regarde aujourd'hui, nous, dans notre système, dans notre société, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Pas sûr. Imaginons-nous aussi dans le système de l'Égypte, et brusquement tout s'ouvre. Et puis, alléluia, tout va bien, les Égyptiens ne nous posent plus aucun problème, et puis voilà, il y a des plaies, c'est génial, etc., etc. Puis après, on nous dit, bon, maintenant, tu sais c'est quoi ton histoire? Dans le désert. Dans le désert, d'accord? Comme il chantait l'autre. Vous imaginez un petit peu?
Attends, ça va, c'est bon. C'est vrai qu'ils ont été un peu embêtants, mais regarde, la police veille, l'armée est là, les CRS sont présents, tout va bien, quoi. C'est vrai, mais tu vois bien, ça y est, ils ont changé, ils se sont bien rendus compte que c'était pas bien. Bien, il y a même des lois qui vont sortir. On ne peut quand même pas aller dans un désert maintenant. On a suffisamment payé pour avoir notre place ici. Donc on est là. Maintenant, il faut partir. Un cinquième disent oui, on part. Les 4 cinquièmes disent non, on reste. Et ça se dissout. Et ça se dilue, et c'est dedans. Je ne parle pas ici de partir en Israël ou partir à Tombouctou ou ailleurs. C'est-à-dire, c'est à un moment savoir, est-ce que véritablement mon histoire elle est à l'intérieur de ce système ou pas? Dans la vie, à un moment, on réalise que quand on était dans un système, ce système nous a complètement pervertis, nous a détruits, nous a fait du mal. Et puis un beau jour, il nous fait moins mal, alors on veut rester à l'intérieur. Ribono Shalom, qu'est-ce que tu fais encore dedans? Parce que ça s'est apaisé 15 minutes. Parce que pendant un petit moment, alors ça y est, tu dis non mais c'est... En vérité, d'accord, mais tout est changé. Niet. Tu as bien vu que le système en tant que tel, il était complètement pourri. Alors parfois, tu vas être obligé de rester techniquement dedans. Mais c'est pas ton lieu de vie. C'est même pas un lieu d'existence, c'est un lieu technique. Parce que parfois, tu ne peux pas le quitter tout de suite, techniquement parlant. Mais mon histoire, elle n'est pas à l'intérieur de ça, quoi. Elle est ailleurs, totalement ailleurs. C'est comme imaginer un groupe d'amis dans lequel, à un moment, on s'en est pris plein la figure, et puis un beau jour, ils nous font des sourires. Ah, on dit, non, mais en vérité, s'ils nous font des sourires, c'est qu'en vérité, ils sont bien. Non, ils ne sont pas bien. Ils l'ont prouvé pendant des années. Seulement, comme à un moment, ils n'ont pas le choix. C'est comme les Égyptiens, ils n'ont pas le choix, ils s'en prennent plein la figure. Ah, il faut sourire. Donc comme il n'a pas le choix, il te fait un sourire. Super. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de son sourire? Les plaies qu'il est en train de se prendre. C'est ça qui fait que. Donc à partir de là, est-ce que tu adhères encore ou pas? Quand on dit que chaque année, il faut sortir de sa propre Égypte, c'est ça que ça veut dire. Transmettre à nos enfants ça va être un élément capital. Sortir de sa propre Égypte, ça va être capable justement de se rappeler que l'apaisement ne veut pas dire nécessairement la disparition du modèle. Seulement, le modèle n'est moins toxique parce que tout simplement, il ne peut plus l'être. Parce que s'il l'est encore, il va s'en prendre plein la figure, donc il se protège. Mais l'absence de toxicité ponctuelle n'est pas la disparition totale et absolue de cette toxicité. C'est valable dans tous les univers qui nous ont enfermés d'une manière ou d'une autre. Tous les univers qui sont à l'image de l'Égypte. Et l'Égypte, c'est Mitzrayim. Mitzrayim, c'est Meitzar. Meitzar, c'est la limite. Quelque chose qui t'enferme. C'est quand vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique, ce que je souhaite à personne. À un moment, la peur de vous perdre fait que brusquement, il devient comme l'Égypte. Ah, t'es sympa. Parce que tout simplement, t'es en train de partir. Il ne faut pas que tu partes. Donc on est sympa. Mais tu crois que BSM, l'Égypte, elle a changé? La preuve, on sort, il nous court derrière. Yo, je t'ai donné une forme de liberté, mais surveillez, quoi, tu t'en vas, hop, tu reviens si ça ne te dérange pas. Là, en l'occurrence, Akadosh Baruch Hu, il intervient et l'histoire, elle s'arrête pour terminer, the end. On aimerait que ça se passe aussi dans nos histoires perso. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Le soir du Seder, il faut avoir conscience de ça, parce qu'on dit, chaque homme doit s'imaginer comme s'il était sorti d'Égypte, comme s'il y avait été. On dit, mais quelle Égypte? Comment le machin? J'ai peur de prendre l'avion, j'irai là-bas, jamais là-bas, j'ai peur des mouches, etc. Tu me parles de quoi? Mitzrayim, d'un univers qui t'a enfermé. Meitzar. Et comme il t'a enfermé, il était paroi, il s'est permis de faire ce qu'il voulait. Parce que tu avais peur de sortir. Parce que tu as l'impression que ton univers, il n'était que là-dedans. Donc à l'image de Paro, Paro c'est Paroua, c'est celui qui fait ce qu'il veut. Parce que tout simplement, il a entré dans le peuple d'Israël cette idée qu'en dehors de l'Égypte, il n'y a rien d'autre. C'est comme dans l'univers du travail. En dehors du travail, il n'y a rien d'autre. Donc Mimela, je peux me permettre de faire avec toi ce que je veux, puisque de toute façon, tu n'imagines pas qu'il y ait autre chose que ça. Puis le jour où tu réalises qu'en vérité, il y a quelque chose de radicalement autre, le jour où tu n'es plus enfermé, alors l'autre, il ne peut plus faire ce qu'il veut. Parce que s'il fait ce qu'il veut, tu te lèves et tu pars. Et si à ce moment-là, il te sourit, c'est parce que tu rentres de nouveau dans ton système, dans son système. Eh bien, tu ne rentres plus dedans. On voit que 4/5 du peuple juif sont tombés dans le panneau. Ça veut dire que quelque part, si une fois on réalise qu'on tombe dans le panneau, c'est que c'est quelque part
dans le domaine du possible. Car on n'est pas bidon, mais on ne peut même pas imaginer. On ne peut même pas imaginer. Le clan d'Israël, donc, ce qu'on va transmettre, c'est cette idée qu'à un moment, ils ont été capables d'avoir quelqu'un qui s'appelle Moshe qui leur dit « Oh, on part ». C'est-à-dire de réaliser qu'à un moment, celui qui leur a fait entrevoir l'univers dans lequel la souffrance n'était plus présente, sa parole, elle était valide pour la suite. Parce que quelque part, c'est Moshe qui a fait disparaître cet univers de souffrance en levant la main et en faisant avec le bâton. Donc tu vois bien que c'est lui qui, à un moment, qui t'a dit « Eh oh, qu'est-ce que tu fais là-dedans ?» Qui a dit « Stop !» Qui a dit « On arrête !» On bloque cette souffrance. On empêche qu'elle soit là. Alors, si tu penses qu'il était capable de le faire, alors sois capable de comprendre que quand il te dit « Maintenant, l'histoire, elle se passe ailleurs, va ailleurs. » Ça, c'est la force du clan d'Israël qui sort. Les Chachamim, les maîtres du clan d'Israël, sont ceux qui, justement, nous permettent de sortir de cette Égypte intérieure. Quand à un moment, ils te disent « Et maintenant, tu vas ailleurs », il faut être capable de les entendre. Parce que quelque part, leur préoccupation à eux, c'est toi, pas eux, d'aucune manière. Qui est dativ Asher le man Asher Yotzavé? Hachem dit, Avram, je le sais, il y a Yotzavé, c'est ça qu'il va transmettre. Le Shamrou derech Hachem, la Sotzodre, ils garderont donc cette histoire. Quand on arrive à la fête de Pessah, il y a encore autre chose à transmettre. Pessah, au fond, c'est le moment dans lequel on va réfléchir sur le fait que la perception qu'un enfant aura d'une chose dépendra de la relation que nous avons avec celle-ci. Et que Pessah, c'est le moment où on va faire passer un message. Le message du dur bonheur d'être juif. Le moment dans lequel on va lui dire, oui, en effet, c'est complexe. Mais quel bonheur. Quel bonheur de faire le choix de quelque chose qui est complexe, mais dont on connaît le sens. C'est-à-dire de réaliser qu'au fond, tu vas vivre un réel bonheur quand tu vas rentrer dans cette spirale. Pourquoi ? Le Gaon Mivin explique la chose suivante. Il dit, dans la vie, la chose la plus importante, c'est quoi pour un homme ? C'est quoi la chose fondamentale pour l'homme ? Cette chose qui, d'après le Zohar, a été complètement enfermée en Égypte, c'est quoi ? C'est la parole. C'est pour ça que Pessah, c'est Pessah, la bouche qui dit. P, la bouche, Sar, qui raconte. On dit bien que Pessah, c'est le moment où on libère la parole. Alors le Gaon, il explique quelque chose d'absolument extraordinaire. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses Elomadzel l'une en face de l'autre. Lorsque l'homme, en effet, a une parole qui est la parole par excellence, c'est-à-dire une parole d'étude, une parole de savoir, une parole de Torah, cette parole le nourrit, lui donne un bien-être qui n'a qu'une envie, c'est de reproduire. Et il est dans une spirale positive. À l'inverse, il existe une autre parole qui produit le même effet, mais qui est complètement destructrice. C'est ce qu'on appelle Dibrim Betelim, les paroles en vain. Quand on parle pour ne rien dire. C'est la tchatch. Pourquoi dit le Gaon ? Il est absolument fondamental. Il dit parce qu'en vérité, une parole de Torah, c'est une parole dans laquelle vous avez une multiplicité qui tend vers une unicité. La multiplicité, ce sont tous les mots que tu utilises. L'unicité, c'est la finalité de tous ces mots qui, en effet, doivent faire émerger quelque chose. Dibourim betelim, une parole vaine, c'est une parole dans laquelle la multiplicité reste multiplicité parce qu'il n'y a pas de finalité. C'est exactement à l'encontre même du projet de Dieu, dans lequel l'homme doit tendre vers quelque chose qui est unique. Au moment où l'homme prononce des dvarim betelim, des paroles vaines, elle lui donne une satisfaction. C'est pas remarqué, les gens adorent parler. Ils parlent. On a tchatché jusqu'à 2h du matin. Qu'est-ce que t'as dit ? Rien. T'as fait avancer l'histoire ? Rien. On s'est raconté des histoires, oui. Ce qu'on appelle dibourim betelim. Et puis il y a parfois des paroles jusqu'à 2h du matin qui en effet ont une finalité. Alors là, t'es dans tout sauf dans dvarim betelim. L'Égypte, c'est le moment dans lequel le dibour est en galoute. C'est-à-dire, c'est le moment dans lequel la parole est en exil. La vraie parole, elle n'existe plus.
Ce que l'on va transmettre à nos enfants, c'est cette chose. Leur réapprendre l'importance d'une parole qui unifie des mots pour leur donner une finalité. Comment est-ce qu'on transmet ça? Comment est-ce qu'on fait passer ce message? En étant d'abord soi-même convaincu. C'est-à-dire en soi-même réussir à réaliser ô combien. Parce que vous avez des gens, ils parlent toute leur vie. Mais ils n'ont rien construit. Parce que leur parole est toujours restée morcelée. C'était une succession de mots. On va discuter de la vie, des choses. Est-ce que tu as un but? Tous ces mots, ils doivent tendre vers quoi? Est-ce qu'ils sont juste là pour habiter le temps ou est-ce qu'ils sont là tout simplement pour construire quelque chose? En Égypte, et c'est pour ça qu'on dit qu'on est toujours dans cet exil, on met la véritable parole en galoute, en exil. Le sens même des mots, qui doivent s'accrocher les uns aux autres pour tendre vers quelque chose, n'existe pas. Donc à partir de là, le peuple juif s'habitue à un système dans lequel la parole va le nourrir, mais de manière négative. C'est-à-dire que notre propre exil d'Égypte, à nous, c'est d'être dans un monde dans lequel on a des mots, mais qui ne construisent rien. Sortir d'Égypte, c'est être capable à un moment justement de se réapproprier cette parole et de voir dans les mots que l'on prononce une succession de termes qui les assemblent les uns aux autres, créent une phrase qui elle-même a du sens et qui nous amène vers une finalité. C'est un peu dur ce que je vais dire, mais vous allez l'entendre au second degré. C'est comme le problème d'un artiste qui fait plein de choses, qui n'ont de valeur que par rapport à elle-même et qui ne tendent vers rien. Mais c'est agréable, c'est beau, c'est sympa. Next, et ça t'amène vers quoi? Vers quoi ça t'amène? Alors on va inventer a posteriori, non mais ça m'amène à. Ça ne peut pas t'amener vers quelque chose, alors que celui qui l'a fait n'avait jamais eu cette intention à la base, il ne la trouve qu'a posteriori. C'est valable dans ce domaine comme dans plein d'autres domaines. C'est ce qui a marqué Sofmas et Bemarshavatrila. Que la fin d'une histoire, elle dépend en vérité de ce qui s'est passé dans ta tête au début. Parce que si au début, en effet, tu penses la finalité d'une chose, alors tu te reposes des questions sur la modalité la plus adéquate pour faire aboutir. Transmettre, c'est se poser la question des modalités nécessaires pour pouvoir faire aboutir quelque chose. Et ça peut être en effet à travers mille et une manières. Après, les manières sont différentes. Ça peut être le chant, ça peut être ce que tu veux, ça peut être des mots, ça peut être ce que tu as envie. Mais vers quoi je tends? Vers où je veux arriver? C'est quoi la finalité de l'histoire? C'est pour ça qu'on dit que certains maîtres, leur échange était dans le silence. Parce que la finalité des mots aurait été de prendre conscience de la valeur de la personne qui est en face, et pour prendre conscience de cette valeur, tu n'es pas obligé de dire des choses. Tu as juste besoin de ressentir ce qu'elle est. Puisqu'au fond, ces mots que l'on va échanger sont là pourquoi? Pour créer une relation de rapprochement. Eh bien, je peux me sentir proche après dans le silence. Je n'ai pas besoin de dire de mots. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à un moment, la finalité d'une chose, si elle est claire, parfois on réalise qu'on n'a même pas besoin de mots. Parce que tout simplement, c'est là. Une fois qu'on a posé ça, alors on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Le soir donc Donc on a vu qu'on n'est pas encore dans la nuit du Seder, hein, on est en amont. Qu'est-ce qu'on va devoir transmettre aussi en amont? Ça va vous faire sourire peut-être, parce que ça va nous ramener à des réalités parfois très concrètes et très terre-à-terre, mais qui sont les suivantes. Le Seder, donc, le soir de Pessah, c'est une préparation. On se prépare, d'accord. Ce qui est très curieux, c'est de constater que cette préparation, la plupart du temps, elle se situe dans la dimension extérieure de la fête. Voire même dans des choses qui nous semblent être parfois un peu puériles.
Ça va être dans chercher des matzot faites à la main. Chercher du maror tel que la loi nous le dit. Et puis après, se préparer à faire des consommations. Des consommations de matzah, de maror, de jus de raisin ou de vin. Mais attention, hein, avec des règles, des sacrées règles. On va peser la matzah. Entre vous et moi, je peux vous faire manger des matzot chametz, vous n'y verrez que du feu. Faire une matzah chametz, c'est d'une simplicité déconcertante. Vous prenez une pâte, vous la faites, vous la mettez près d'une source de chaleur. La halakha dit que dès le moment où c'est resté près d'une source de chaleur, si tu le laisses quelques minutes, la pâte est chametz. Pourtant, concrètement, après, tu le fais bien plat, tu le mets dans le four, ça te ressort une vraie matzah. Chametz complète. Parce que le chametz, c'est pas que ton pain il est gros. C'est que tout simplement, il y a un temps qui a été dépassé, dans lequel on considère que le processus de fermentation et de gonflement de la pâte, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Ah, les filles, vous ne savez pas comment ça se dit? Ça se fait pas. Eh bien, à ce moment-là, se met en place. Donc c'est chametz. Moi, je te fais goûter une matzah super chametz. Tu n'y vois que du feu. Et tu es là en plein dedans, la mystique du truc, et tu comprends, et le symbole, et la matzah, l'humilité, le machin, et tu le vis. Et on te dit, tu n'as rien fait. Pire, tu as fait le contraire de ce que tu aurais dû faire. C'est vrai, mon frère. Je t'ai tout expliqué, j'ai tout ressenti, j'ai tout. Idem. On te dit, voilà, il faut manger pour te rappeler le pain de misère, etc., etc. On est en prépa, là, on n'est pas encore dedans. Tu dis, écoute, très sincèrement, c'est pas mon truc. J'en mange un morceau, petit, hein, pas plus grand que ça. Mais jette dedans. La matzah, je mange, je mastique bien comme il faut, je ressens, je vis le truc. T'as rien fait. Manger de la matzah, c'est au moins 14 grammes, et encore 14 grammes, c'est pas grand-chose, au moins 22 grammes, et voire même 50. Idem pour le maror, les herbes amères. Certains prennent des endives, d'autres de la salade, d'autres du réfort. Bon, du réfort, on comprend qu'on a envie de l'imiter, mais quoique c'est ça la partie la plus rigolote de l'histoire. Mais, ok, je prends un petit morceau de salade. Souvenir. Et je suis dedans, et je ressens l'amertume et le truc et le machin. T'as rien fait. Le verre de vin, jus de raisin, j'aime pas trop. Je bois un petit peu à fond. Ça va, ça suffit. Je participe, les 4 verres, je te donne toute la symbolique, les 4 langages de la Géoula. Il s'est rien passé, t'as rien fait. C'est quoi cette histoire de débile? T'as été à fond dans le symbole, t'as compris le concept, tu l'as vécu, tu l'as même consommé, on t'a dit t'as rien fait. Pourquoi? Parce que la halakha, elle te dit que manger, c'est au moins 14 grammes, que boire, c'est au moins 9 centilitres, c'est comme ça. Sinon, t'as rien fait. Et je comprends pas, j'ai fait, t'as rien fait. Là, ça va être un truc encore plus compliqué à transmettre. De montrer qu'à un moment, il y a quelque chose qui ne t'appartient pas. Et que c'est pas juste parce que pour toi ça veut dire que nécessairement ça veut dire. Qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue. C'est-à-dire c'est au fond la part de soumission et d'acceptation pleine et entière de la loi que tu es en train de vivre. C'est-à-dire le soir du Seder, tu dis la halakha me dit que la matzah il faut manger tant de grammes, je mange tant de grammes. Le concept, je peux m'en rendre compte au 2e gramme, c'est pas grave. Tu dois tout manger. Pourquoi? Parce qu'Hachem te l'a dit. Parce qu'il a dit que ça c'est manger. Mais moi je considère que, mais tu peux considérer ce que tu veux, ça s'appelle pas manger. C'est très intéressant parce que vous voyez que dans bon nombre de familles, et c'est une forme de jugement de valeur, mais on fait un peu ce qu'on veut. Mais on fait tout. Mais ça va, pas exagérer quoi. Ou alors on fait les 4 coupes, non on n'en fait que 2, parce que les 2 dernières sont après le repas on n'a plus faim, on n'a plus soif. Non mais elles étaient là, on a lu, on expliquait, on a parlé. T'as pas fait la mitzvah d'Arba Kosot. T'as pas accompli cette mitzvah, tu l'as pas faite. C'est très intéressant, c'est-à-dire, pour moi c'est sans doute une des choses les plus compliquées à transmettre. Mais si au plus profond de nous-mêmes on est convaincu, t'as aucun problème. Comment l'enfant va voir que t'es convaincu? À la joie que tu as d'être en train de t'engouffrer tes 30 grammes de matzot, alors qu'en vérité avec 20 grammes ou 10 grammes ça t'aurait suffi amplement. Avec le fait que quelque part ici, tu dis, mais chaque bouchée que je fais, j'accomplis la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Hachem m'a dit, c'est ça que tu dois faire, je le fais. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de se dire, mais au fond, j'accomplis le Ratson Hachem, la volonté du Créateur. C'est comme quand une épouse, elle dit, elle mange une soupe, et qu'on mange la soupe, et qu'à chaque cuillère, on se rend compte qu'on lui fait plaisir. Si c'est pour te dire que la soupe, elle est bonne avec une cuillère, ça suffit. Si c'est pour lui faire des compliments,
Et si c'est pour notre bonne santé, ça va, je suis responsable de ma vie. Pardonnez-moi de prendre ces exemples un peu... D'accord, mais c'est exactement ça. À chaque cuillère que tu manges, tu fais ce qu'elle attend. Mais là, tu as une joie immense. Surtout si la soupe est bonne. Ce qui n'est pas toujours le cas des matzot. Et nos enfants, c'est ce qu'ils vont voir. Et ça, c'est quelque chose qui reste à l'intérieur d'eux. Pourquoi ? Parce qu'un parent ne ment pas son enfant. Il y a des choses, on ne peut pas les singer. Soit ça fait partie de ce que l'on ressent profondément, soit ça n'existe pas. Le problème, c'est qu'on est dans un monde dans lequel on nous a appris que le symbole est suffisant, alors que pour la Torah, le symbole est fondamental, mais qu'il doit s'ancrer à l'intérieur dans un rapport de soumission avec Hachem. On nous a appris à intellectualiser le judaïsme, qui est la dimension la plus élevée de la pensée qui existe. Mais on te dit, mais concrètement, ça prend sa racine à l'intérieur de la gestuelle que tu vas faire, à l'intérieur de l'acte que tu vas faire. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que ce qui fait qu'au fond, les choses se transmettent, c'est que nous avons réussi à intégrer cette notion. Et qu'on a ce bonheur de le vivre. À partir de là, l'enfant, il peut se l'approprier. À partir de là, l'autre aussi peut se l'approprier. C'est-à-dire que ça restera à l'intérieur de lui. Ça restera à l'intérieur de lui. Et vous constaterez que souvent, si ce n'est pas ça qui a été passé, alors on va garder des choses parce que ça fait plaisir, mais au plus profond de nous-mêmes, il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de résonance. Il n'y a pas d'écho, on le fait, parce que c'est la coutume, c'est bien, c'est festif, c'est agréable, et puis ça s'arrête là. Le but, c'est quoi ? C'est que ceux à qui on transmet n'aient qu'une envie, c'est de le transmettre eux aussi. Parce que tout simplement, ils ont touché à quelque chose qui était du domaine du vrai. Et même si ce vrai, parfois, on n'arrive pas à le retraduire comme on le désire, mais il reste à l'intérieur de nous. Il fait partie de nous-mêmes. Je vais revenir encore un instant sur, et après on va passer aux questions, sur toute cette problématique du Galut Hadibour. Que le soir du Seder, on se repose la question de l'exil de la parole. Dibour en hébreu, c'est aussi la racine de daber qui veut dire soumettre. Au moment on fait le Seder, alors on réintègre chez nous cette idée, c'est qu'on est prêt à se soumettre à une parole. Et qu'on n'attend pas l'expérience positive de la parole pour pouvoir commencer à vivre cette parole. C'est ça que le Klal Yisrael il essaye de faire le soir du Seder. C'est ça qu'on essaye de transmettre. Vous savez, par exemple, cette année, on va commencer le Seder tard. Pourquoi ? Parce que la nuit commence tard. La nuit, elle commence, enfin... Il fait nuit à quelle heure ? Cette semaine à 9h30 et la semaine prochaine, enfin le soir du Seder, ça sera à 10h moins le quart, 10h. C'est-à-dire que concrètement, samedi soir, comme on peut rien préparer du Shabbat pour la semaine et que ça s'appelle semaine, on va commencer seulement à préparer le Seder à 10h moins le quart, 10h. C'est-à-dire que vous imaginez bien que le Seder, il ne va pas commencer avant 10h15, 10h30. Ah, mais ça, il est tard. Bon, enfin, le lendemain, c'est dimanche, vous me direz, c'est plus simple. C'est-à-dire que c'est le moment où la parole n'est plus en exil. Le moment où, en effet, l'univers dans lequel on accepte d'être soumis à quelque chose, eh bien, on se l'est réapproprié. Il fait partie de nouveau de notre histoire. On ne réorganise pas les choses suivant nos désirs. On ne le réorganise pas encore suivant nos désirs. On ne les réorganise pas. Clairement. Ah, mais qu'en diront les autres ? Mais ça ne se fait pas. Qu'est-ce que j'y fasse ? On ne va pas à un moment pervertir la relation que l'on doit construire avec Akadosh Baruch Hu parce que d'autres ne veulent pas la construire comme il se doit. On ne va pas. Pas possible. C'est pas possible. Parce que tout simplement, c'est ça qu'on doit leur transmettre. C'est exactement ça qu'on doit leur transmettre ce soir. On peut leur transmettre, oh non, on fait la table. On doit leur transmettre quoi ? Justement, faut attendre 10 heures, on attend 10 heures. Vazma. Et alors, c'est quoi le problème ? Ah, la grand-mère, elle va dire le grand-père, mais qu'il fasse une sieste.
Et s'ils sont pas capables, il n'y a pas de problème. J'ai vu ça chez quelqu'un de ma famille, qui est un rave éminent, qui, parce qu'il avait en effet les parents de son épouse qui étaient âgés à sa table, faisait le seder rapidement pour qu'ils puissent tout le faire, c'est pas grave. On aurait pu dire, mais attends, tu veux faire ton seder sympa. Si tu le commences à l'heure, ils vont être fatigués. Donc commence plus tôt. C'est le contraire. Je ne commence pas plus tôt. Je le commence à l'heure. Et maintenant, j'ai un problème de Ben Adam Lachavero, d'une relation à l'autre. C'est que l'autre, pour lui, c'est difficile. C'est pas grave, on fait vite. On peut aller rapidement, on peut faire un seder vite, on peut lire les choses vite et expliquer rapidement et manger rapidement. Surtout le repas, on peut le faire vite. Hein. En 20 minutes, vous pouvez... un repas, c'est... En 20 minutes, vous avez réglé le problème. Hein. 25. Mais il faut qu'on ait le temps de manger. Tu auras le temps de manger. Tu commences à 10h. Jusqu'à 11h30, Lila Agada. 1h30, c'est pas mal, on peut commenter. Commence ton repas à 11h30, tu le finiras à minuit et quart. 3 quarts d'heure, ça se joue. Et après, tu peux finir ton seder à 1h si tu veux. C'est-à-dire, tu veux, tu peux le faire. Non, le repas, on va être détente. On va pas commencer à manger trop tard, on va mal digérer. C'est quoi le seder alors? Et qu'est-ce que tu es en train de transmettre? Qu'est-ce que tu es en train de faire passer comme message? C'est-à-dire, on est dans une forme de logique. Mais le soir de Pessah, justement, on s'inscrit dans une histoire qui n'a pas de logique. Manger, c'est 20 grammes et c'est pas 2 grammes, même si pour toi ça s'appelle manger, c'est comme ça. C'est là où se joue la transmission. C'est-à-dire, paradoxalement, c'est ce qu'il fera. Parce que l'enfant verra qu'on ne négocie pas. On peut négocier avec son estomac, mais pas avec la parole d'Hachem. Avec son estomac, on peut négocier. Il a peur d'avoir faim qu'il mange à 8h. Il aura toujours faim à 11h ou à minuit, c'est pas grave. C'est très intéressant de voir, parce que c'est ici où se jouent des choses de transmission. Après, on va faire des grands cours, on va expliquer, tu comprends le concept de l'Égypte, du machin, ce qui est très vrai. Mais l'essentiel, il n'est pas passé, malheureusement. Parce que l'essentiel qui va servir à l'individu dans l'histoire, ce sont ces fondamentaux-là. C'est ça qu'il va garder en tête. C'est ça qui va faire que l'enfant, quand il va mettre ses téfilines, il fera attention qu'il soit là et pas ici. Parce qu'on lui dit que les téfilines, c'est là et pas là. C'est ça qui fera qu'au plus profond lui-même, il saura que c'est fondamental, même s'il n'arrive pas à le faire, mais il le sait. Parce que tout simplement, c'est un vécu. C'est quelque chose qu'il a expérimenté. Parce qu'il a vu qu'on ne négociait pas. Vous allez dire, on fait quoi quand on est un seul contre tous? Ben, on pose la question. On pose le problème. Et on dit, je ne comprends pas. Si ce soir on mange de la matzah, c'est parce que dans le Shulchan Aruch, dans le code de loi juif, il y a marqué qu'il faut manger de la matzah. Si ce soir on mange des herbes amères, c'est parce qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch qu'il faut manger. Si on boit 4 coupes et pas 2 et pas 6 et pas 12, c'est parce qu'il y a marqué. Dans le même Shulchan Aruch, il y a marqué ça aussi. Alors pourquoi sur ça on se prend une liberté, pas sur le reste? Et si demain ton enfant il dit, je suis désolé, le concept au fond de la sortie d'Égypte, je peux le voir rien qu'en regardant la matzah, mais je préfère manger du pain, c'est plus agréable, tu fais quoi? Tu dis, c'est pas possible. Pourquoi? La loi t'a dit. Alors si la loi elle a dit ici, elle a dit là aussi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'y arrivent pas, je comprends. Mais alors même si on n'y arrive pas, il faut être conscient qu'au fond on n'est pas dans l'histoire telle qu'elle devrait être. Mais il faut un jour y parvenir. Il faut un jour y parvenir. Parce que l'enjeu, c'est la transmission. C'est pas le vécu de l'instant. C'est ce qui va rester, c'est la trace qu'on va laisser. C'est cette chose-là qui va perdurer, c'est ça qui se joue. Et si à ce moment-là on dit, oh là là, c'est compliqué, rappelez-vous que vous pouvez faire le meilleur msuki ou le meilleur gefilte fiche du monde. L'enfant, il se rappellera juste du moi, c'est compliqué. Et c'est ça qui transportera avec lui. Et c'est ça qui fait que malheureusement, parfois, la transmission, elle est complexe. S'il n'a pas perçu, alors ça veut dire que l'essentiel est passé, et c'est comme ça qu'au fond, on remplit notre rôle et notre fonction d'être transmetteur. Pour pouvoir y arriver, alors qu'on n'est pas encore marié, il faut déjà construire ça à l'intérieur de soi. N'attendons pas d'avoir des enfants pour commencer à faire ce travail. Ce travail, on le fait en amont. Il faut arriver le jour où l'enfant il arrive, que ça fasse partie d'une évidence. Quelque chose qui est pas shoot, qui est inscrit déjà à l'intérieur de nous. Voilà, quelques idées à partager. À vous les questions. Oui. Vous expliquez que pour qu'il y ait une relation de transmission, il fallait maintenir des canaux. Déjà, pour la question, ces canaux, est-ce que c'est une relation de confiance? Des canaux d'amour, des canaux affectifs. Ok. Et est-ce que la transmission, vous l'avez évoqué là, c'est la transmission
écoute les parents, peut-on transmettre aussi à d'autres que ses enfants? Bien sûr. Voilà, Bien à ses sûr. amis, à ses mêmes, voire même inversement à ses parents. On peut transmettre, et comme on l'a vu, la transmission, c'est d'abord un rapport de conviction. D'accord? Vous vous rappelez, c'est une idée qu'on avait évoquée une fois ensemble, vous allez sûrement vous en rappeler avec Lavan, vous vous rappelez? On avait vu ça une fois. Que quand Yaakov, il prend ses enfants et il leur dit on doit faire un mur de séparation entre nous et Lavan, qui est le pervers par excellence, c'est à un moment, il faut se positionner, quoi. Hein, c'est ça qu'il leur dit à un moment. Il faut être positionné, c'est bon, on est. Vayamer Yaakov Elechav, Yaakov parle à ses frères, il leur dit prenez des pierres. Le Talmud s'arrête et dit attends, c'est pas ses frères, c'est ses fils. C'est pas ses frères, c'est ses fils. Pourquoi il les appelle ses frères? C'est ses fils à qui il parle. L'Agma dit parce qu'en vérité, on peut parfois appeler ses frères ses fils. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Mais si tu peux appeler tes frères tes fils, tes frères, alors dis comme tes fils, c'est tes fils. Moi, dis non. L'explication elle est la suivante. Avec un enfant, tu peux te contenter d'un rapport d'autorité. Avec un frère, tu es dans un rapport de conviction. Ce rapport de conviction que tu as avec ton frère, que tu partages, c'est de cette manière-là que va passer le message au niveau de tes propres enfants. Alors que pour les enfants, tu as la modalité possible du rapport d'autorité. Mais justement, on te dit, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Quand ils sont petits, il y a un rapport d'autorité parce qu'il faut leur inscrire un cadre. Il y a un enfant qui a confiance en ce que disent ses parents. Donc il écoute. Cette confiance, tu l'as à partir du moment où tu as une conviction profonde des mots que tu es en train de prononcer. Et que surtout, ce n'est pas un désir de pouvoir vis-à-vis de l'enfant, mais c'est tout simplement un partage d'un ressenti profond. Ce que je veux dire, c'est que l'enfant il est pré-écouté parce qu'il y a priori, mes parents, ce qu'ils me disent, c'est vrai. Parce que l'enfant, il. Ouais, enfin, c'est pas toujours. J'ai une personne qui est plus remontée que moi, en face de moi. Si je transmets à quelqu'un qui est plus léger que moi ou qui est mon semblable, il va dire ok, ce que tu dis, ça vaut ce que ça vaut, mais moi j'ai une idée déjà qui est pas forcément mon. C'est-à-dire qu'en 2 mots, je ne suis pas prêt à t'entendre parce que j'ai une idée préexistante sur le sujet. Je pense que c'est plus difficile quand on est dans la position de parent de transmettre quelque chose. Dans la vie, on ne cherche pas à convaincre, on cherche à partager. L'autre, il fait ce qu'il veut avec ta parole. J'ai appris de mes maîtres qu'on ne cherche jamais à convaincre. On n'est pas là pour convaincre les gens. On est là tout simplement pour partager quelque chose qui nous habite. C'est tout. Après, à l'autre de savoir ce qu'il veut en faire. C'est son choix, c'est son histoire. Mais je ne vais pas accaparer la parole, mais par exemple pour l'histoire du CDR, etc. Si moi, quand j'ai des enfants et que j'apprends qu'il faut manger 30 grammes de matzah, etc. Si moi je vais chez mes parents et je fais le CDR, j'aurais plus de mal à leur dire c'est comme ça qu'on va faire. Mais l'idée c'est d'abord soi-même ressentir profondément la chose. Ressentir profondément la chose et il y a un moment, on se rend compte qu'au fond que c'est important pour toi, que c'est réellement important. C'est vrai que vis-à-vis des parents, c'est toujours compliqué parce que Ezeu Chacham Elohim Nikoladam, quel est l'être sage, c'est celui qui est prêt à apprendre de tout à chacun. C'est pas simple parce que parfois ils ont l'impression qu'on inverse leur rôle. Alors si leur seule fonction dans le monde c'est d'être parent, ils n'existent pas ailleurs, ben, ils ne peuvent pas inverser. Si le parent existe ailleurs que dans sa fonction de parent, quelque part il peut être à l'écoute d'une parole de l'enfant qui le remet en cause. Si le ailleurs n'est pas la définition réelle du parent, mais que sa définition il ne la voit que dans son rôle de parent, il ne peut jamais se laisser remettre en cause. Il y a des gens, ce qu'ils sont, c'est un paraître. Leur identité, c'est la place qu'ils occupent à l'intérieur de la relation. C'est la raison pour laquelle la remise en cause dans la relation, ils ne peuvent jamais l'avoir. C'est fou. Tu dis, attends, mais la personne elle existe, il est professeur, il est génial, il est général de chef d'armée, donc... Non, ça c'est sa position dans le monde. Mais son identité, c'est je suis le père, il est l'enfant, je suis la mère, il est l'enfant. Et si à un moment, il faut inverser les rôles, ça veut dire que j'existe plus réellement. Si dans notre identité profonde, on existe ailleurs que juste dans notre fonction, la parole de l'enfant ne nous pose pas de problème pour nous remettre en cause. Je vais raconter une histoire que mon épouse m'a racontée. Il y avait un séminaire donc une yeshiva de filles, un des rabbinim leur a raconté qu'un jour, leur fille, donc c'est des rabbinim, des gens, une histoire, un machin, etc., d'accord ? Un jour, la gamine, 18 ans, pardonnez-moi pour ceux qui ont 18 ans, la jeune fille, la jeune demoiselle, arrive. Elle avait été étudiée ailleurs. Le CEDER arrive, le CEDER a lieu depuis des années, même configuration, le père, le machin, et puis à un moment, qu'est-ce qu'elle fait ?
Elle dit, ah, le tapis. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, on m'a appris que c'était très difficile d'enlever le chametz des tapis. Nous, on aurait été le père, le rave, le machin, la famille, etc. On dit, oui, d'accord, mais chez nous, on laisse. Et on sait ce qu'on fait, c'est-à-dire, on te l'a appris, mais bon, t'as peut-être mal entendu, quoi. Ce qui est vrai, ce qui est vrai en plus. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont arrêté le seder. Les garçons ont soulevé la table, ils ont roulé le tapis et l'ont enlevé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, ça ne me remet pas en cause. Si pour toi, en effet, dans ta relation avec Kadosh Baruch Hu, tu te rends compte que ça, c'est nécessaire, au fond, pourquoi je ne serais pas à l'écoute? Alors bien sûr, si elle avait dit il faut déménager de la maison tous ensemble, etc., et que c'était autre chose que soulever un truc pour rouler un tapis, peut-être pas. Parce que là, en effet, on ne peut pas, à un moment, au nom d'un... Mais sinon, il est où le problème? Ça, c'est quand on existe en dehors de son rôle de parent. Alors, à ce moment-là, la parole de l'enfant, on peut l'entendre sans problème. Mais si notre seule fonction, c'est d'être parent, c'est très difficile. Et il y a des gens qui ont une existence ailleurs, mais leur seule place, elle est dans leur rôle de parent. Ils sont incapables de se remettre en cause. C'est fou. C'est-à-dire, quand vous regardez, c'est fou. Vous dites, mais c'est pas possible. C'est très simple. Mon identité profonde, c'est je suis le père, tu es l'enfant. Donc, impossible à un moment de changer de rôle. Enfin, quand on dit changer de rôle, c'est impossible qu'à un moment, j'ai l'impression qu'en t'écoutant et en me changeant, j'existe plus. Attends, mais t'existes. T'es le PDG de Renault, t'es le machin de truc, etc. Non, ça c'est mon existence dans le monde, dans le regard que j'ai besoin que les autres portent sur moi. Autre question? Oui. Comment on peut savoir lorsque le fameux canaux de sèche sont définitivement rompus avec l'enfant? Comment on peut être sûr qu'on est arrivé à un point de non-retour avec un enfant? Ah, on n'est jamais arrivé à un point de non-retour avec un enfant. Parce que l'enfant, lui, il peut clamper le canal. Mais il ne veut jamais le couper. Ceux qui coupent les canaux, c'est les parents. Un enfant clampe. Il ne veut pas que ça passe. Mais il veut que le canal reste. Donc ça dépend des parents, ça ne dépend pas des enfants. La preuve, c'est que tu peux avoir clampé un moment. L'enfant, il attend qu'une chose, c'est que tu ouvres. Ça, c'est si on est des parents intelligents. Si on est des parents bêtes, on coupe. Quand on a coupé, on peut suturer. Mais c'est plus compliqué de suturer. Ouvrir le clamp, c'est tu ouvres le truc, ça repasse. Suturer, il faut reprendre les deux trucs, les remettre côte à côte et commencer à coudre. On peut le faire, plus compliqué. Ça demande plus de dextérité, plus de temps, mais on peut le faire, tout est possible. Quelque chose qui est coupé, on peut le recoudre. Voilà, c'est en tout cas... Autre question? Autre question? Il y a une question là-bas? C'est private. D'accord. Très bien. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite Shavua Tov. Et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem.